Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous partager une interview que j'avais réalisée il y a un peu moins d'un an sur School TV. C'était une interview réalisée par Virginie Guillaume dans le grand JT de l'éducation. Et voilà une interview où j'avais eu l'occasion de parler d'un sujet qui me tient à cœur, la phobie scolaire, et où j'avais également eu l'occasion de parler de mon livre Pourquoi j'arrive pas à aller à l'école. Donc un livre où je retrace mon histoire, enfin mon parcours avec la phobie scolaire de ma fille, où je fais témoigner également des familles qui concernées par la phobie scolaire d'un enfant, et puis où j'ai également recueilli le témoignage de professionnels donc de l'éducation, des thérapeutes, l'association phobie scolaire également, et puis une chercheuse, Laëlia Benoît, dans le but de comprendre ce qu'est réellement la phobie scolaire pour pouvoir ensuite accompagner efficacement et aussi sereinement que possible les jeunes et les familles concernées par ce sujet qui est en train de devenir, ou voire qui est devenu un vrai sujet de société aujourd'hui, puisque la phobie scolaire, donc ce trouble anxieux sévère, conduit aujourd'hui en fait de plus en plus de jeunes à ne plus pouvoir aller à l'école, au collège ou au lycée. Avant de vous partager donc cette interview, j'avais envie de vous parler de la première étude française sur la phobie scolaire, dont les résultats viennent tout juste, là récemment, il y a quelques semaines, d'être publiés. Laëlia Benoît, dont je vous parlais à l'instant, donc, qui est pédopsychiatre et chercheuse, qui témoigne dans mon livre, donc, a participé à la réalisation de cette étude. Donc une étude forcément très intéressante puisque inédite, qui nous révèle et met en lumière un certain nombre de points et d'éléments concernant la phobie scolaire. Que met en avant cette étude notamment, c'est la complexité de la phobie scolaire et en particulier la complexité à la déceler due à son caractère multifactoriel. Dans la plupart des cas, ce qui se passe et ce qui ressort, c'est que la phobie scolaire est associée, liée non pas à une cause, un facteur, même si bien souvent donc, il y a un élément déclencheur, mais c'est quelque chose de multifactoriel, de nombreux facteurs, de nombreuses causes entrent en compte et rendent l'identification et la détection en fait de cette phobie assez difficile, voire parfois très difficile. Donc cette complexité à déceler la phobie scolaire fait que souvent les familles concernées vivent une espèce d'errance médicale, c'est-à-dire qu'ils vont de thérapeute en thérapeute en essayant de comprendre ce qui se passe et ça peut durer parfois des mois, voire des années. D'où l'importance, un autre point que souligne l'étude, de repérer le plus précocement possible les premiers signes, les premiers symptômes, afin de poser le diagnostic et de justement court-circuiter cette errance médicale qui est énergivore et à la fois pour les familles comme pour les jeunes, et puis surtout qui est stérile parce que pendant ce temps-là, en fait, on n'avance pas. Donc un autre point qui est intéressant et que souligne cette enquête, c'est la charge émotionnelle que vivent la plupart des familles, des parents qui sont souvent en fait confrontés à un sentiment de culpabilité face à la phobie scolaire de leur enfant, avec le lot de questions qui accompagnent cette culpabilité. Donc pourquoi Pourquoi ça nous arrive Qu'est-ce qu'on a mal fait Qu'est-ce qu'on n'a pas vu Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu plus tôt? Et voilà, donc c'est important parce que ça souligne à la fois donc, cette charge émotionnelle dont on n'a pas forcément conscience, et aussi l'importance que les parents bénéficient également d'un accompagnement pour pouvoir à leur tour accompagner leur enfant correctement. Cette étude donc pointe enfin l'importance d'informer et de sensibiliser tous les publics, que ce soit les familles en premier lieu, mais aussi les professionnels de l'éducation, les professionnels de la santé, du secteur médical, paramédical, pour aider à comprendre ce qu'est réellement la phobie scolaire et éviter toute fausse idée, toute mauvaise interprétation, ce qui est souvent le cas et ce qui complexifie encore un peu plus le parcours des familles et des jeunes concernés. On peut le rappeler, la phobie scolaire, contrairement à ce que l'on peut parfois entendre, n'a rien à voir avec le décrochage scolaire.
Un jeune en situation de phobie scolaire et un jeune en fait qui veut aller à l'école, qui a le désir d'aller à l'école, simplement son corps ne peut pas, l'en empêche. En fait, le stress auquel il est soumis est tellement intense, tellement sévère qu'il ne peut pas aller à l'école. À ce titre, dans le livre, en fait, le docteur Jubert ainsi que l'association Phobie scolaire souligne bien l'importance, donc dès les premiers symptômes, dès que l'enfant entre dans cette phase où la phobie scolaire a atteint un tel point qu'il ne peut pas aller à l'école, eh bien l'importance de faire stop, de faire une pause, d'arrêter et de ne surtout plus forcer. Le docteur François Jubert parle de la violence émotionnelle que représente le fait de forcer un enfant en phobie scolaire à aller à l'école. En fait, il assimile cette violence à ce que vit un adulte en situation de burn-out. Un adulte, quand il vit un burn-out, on sait qu'il a besoin de se reconstruire, que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain et on ne le forcera pas à retourner à son travail, sur son lieu de travail. Pour un enfant en phobie scolaire, c'est pareil. Alors, je vais vous laisser découvrir donc l'interview réalisée en avril 2022 donc par Virginie Guillaume dans le grand JT de l'éducation sur School TV. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. De retour dans le grand JT de l'éducation, nous sommes avec Virginie Landemaine. Bonjour. Ravie. Bonjour Virginie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes autrice de l'ouvrage « Pourquoi je n'arrive pas à aller à l'école ». Vous pouvez nous montrer le livre, vous l'avez près de vous, qu'on le voit bien. Oui, je peux vous le montrer. Voilà, un livre qui a été fait en auto-édition, Une maman courageuse jusqu'au bout, un livre que vous avez écrit car vous avez découvert la phobie scolaire de votre fille. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça a commencé ? Oui, donc j'ai découvert la phobie scolaire en même temps que j'ai découvert la phobie scolaire de ma fille. Parce que je ne savais pas vraiment de quoi il s'agissait en fait avant de la vivre personnellement. Et je ne sais pas si vous m'entendez là. Oui, très bien, je vous entends, je vous en prie. Vous m'entendez bien ? Oui, ça va, je vous entends. Allez-y. Ouais. Donc voilà, je l'ai découvert, je disais, l'univers de la phobie scolaire, en même temps que voilà, c'est déclenché la phobie scolaire de ma fille quand elle est rentrée au collège en 6e. C'était il y a près de 2 ans maintenant. Et pourquoi la 6e ? C'est-à-dire que tout se passait bien pendant les classes de primaire ? Il y avait jamais eu de signe avant-coureur, tout se passait bien. Alors pour préciser en fait le contexte, c'était une petite école rurale, voilà, avec une ambiance familiale, conviviale, où tout le monde se connaissait. Donc voilà, mis à part une lenteur d'exécution qu'on nous avait soulignée quand elle était en CP, et après on savait aussi que voilà, c'est une enfant qui est lente, enfin qui a besoin de prendre son temps, mais ça n'a jamais été handicapant en fait pour elle. Jusqu'à donc son arrivée en 6e, où là, disons qu'il y a eu un certain nombre de paramètres, de facteurs, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que dans une phobie scolaire, souvent, et c'est ce qui rend la chose difficile à identifier, c'est que c'est complexe parce que souvent multifactoriel. Et c'est pour ça que c'est souvent un long parcours du combattant, parce qu'il y a plusieurs paramètres en fait qui rentrent en jeu, et ce qui fait que c'est pas si simple que ça du tout en fait à repérer. Alors, à repérer, comment vous avez fait pour déceler ? C'est-à-dire que vous avez vu un comportement différent, anormal chez votre enfant ? Est-ce qu'elle vous la sentiez stressée, ou parce que tout d'un coup ses notes ont faibli ? Comment ça s'est manifesté au début ? Alors, le premier jour, donc, elle était ravie de sa rentrée. La première chose qu'elle a dite en rentrant le soir, c'était trop bien. Donc moi, je savais en fait, pour avoir consulté le site internet du collège la veille, qu'elle se retrouverait toute seule de son ancienne école dans sa classe. Donc je savais que ce ne serait pas forcément un point qui allait l'aider, parce que voilà, c'est pas forcément une enfant extravertie qui va facilement vers les autres. Mais cela dit, son premier jour a été pour elle génial, en fait, c'était ses mots. Et puis les difficultés sont apparues au fur et à mesure. Elle s'est retrouvée en difficulté pour prendre ses cours, ses devoirs, noter dans son agenda, se dépêcher d'aller au cours suivant, changer toutes les heures, trouver la salle. Voilà, en fait, il faut préciser aussi qu'elle s'est retrouvée donc propulsée dans le 2e plus grand établissement, enfin collège du département en termes d'effectifs. Donc, ce qui fait que ça faisait aussi une grosse transition par rapport aux 8 années passées dans ce petit cocon en milieu rural.
Donc tout ça a fait que, au bout d'à peu près 2 mois, les premiers signes en fait sont apparus avec des maux de tête quasiment quotidiens. Et puis un stress qui allait grandissant et qu'on ne savait pas expliquer en fait. Donc le premier appel de la CPE pour signaler l'absence de ma fille. Donc évidemment, moi, je n'avais pas de justification à lui fournir, puisque j'étais moi-même sans explication. Et puis voilà, ça a été comme ça crescendo, en fait, jusqu'à la fin de l'année, décembre, où elle ratait régulièrement 2-3 jours par semaine. Comment s'appelle Donc votre enfant? on s'est penché sur des causes physiologiques, en fait, parce que les maux de tête, voilà, on a pensé à plein de choses, on a aussi pensé au harcèlement, on a vraiment cherché, donc de concert avec la CPE d'ailleurs. Et puis en fait, voilà, c'est fin janvier, donc mon papa venait de décéder et c'est à partir de là où elle n'a plus été en capacité du tout d'y aller, en fait. Comment s'appelle Là, votre fille, c'était... Virginie? Comment s'appelle votre fille? Comment? Laïa. Laïa. Et Laïa, est-ce qu'elle exprimait quelque chose? Est-ce qu'elle arrivait à mettre des mots sur ce qui se passait? Est-ce qu'elle vous disait non, je veux pas aller à l'école ou juste je me sens pas bien? Elle faisait le lien avec l'école ou pas? Elle exprimait pas comme ça, de cette façon, le fait qu'elle ne pouvait pas y aller. Souvent, ce qui se passe, c'est que chez les enfants qui vivent une phobie scolaire, ils ne savent pas ce qui leur arrive. C'est ça aussi qui est compliqué, parce que c'est une vraie souffrance. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Ça les dépasse complètement. C'est pas comme un rhume ou une angine, où là, on sait ce qui se passe et on sait comment traiter. Là, en général, voilà, ils ne savent pas ce qui leur arrive, ça les dépasse complètement. Et voilà, ce qu'elle disait, en fait, c'était qu'elle ne savait pas, elle n'arrivait pas à aller à l'école, mais elle ne savait pas pourquoi. Et donc, en fait, ça les met face à leurs difficultés. C'est une vraie souffrance. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que moi, ce que j'ai compris au fil de mes rencontres, les thérapeutes que j'ai rencontrés, c'est que la phobie scolaire, c'est un burn-out. C'est un symptôme, en fait, qui cache quelque chose. Et quand la phobie scolaire est installée au point où l'enfant ne peut plus du tout aller à l'école, c'est le burn-out. Et c'est une souffrance vraiment forte. Donc, et c'est pas du tout un caprice, parce que c'est le genre d'idée, en fait, qui continue de courir. C'est vraiment une incapacité physique d'y aller. La tête veut, mais le corps ne peut pas. Alice Rivière, vous qui êtes porte-parole de la FCPE, qui êtes constamment en relation avec les parents, justement, les familles, est-ce que vous avez vu beaucoup ce type de situation de phobie scolaire? Alors, tout d'abord, je félicite Virginie d'avoir écrit ce livre, parce que c'est toujours intéressant entre pairs d'avoir des témoignages de cet ordre-là. Et ça nous permet aussi de comprendre ces mécanismes-là, parce qu'on se sent seul. Et je crois qu'elle a très bien exprimé en fait ce qui est arrivé à Laïa, c'est-à-dire qu'elle s'est sentie dépassée. On passe d'un. Je serais curieuse de connaître l'effectif du collège dans lequel est arrivée. Bah oui, on sa voit, fille. Vous disiez, Virginie. Voilà, ça, je pense que voilà, et ça demande un accompagnement très fort d'un point de vue des adultes, à la fois sur la méthodologie, sur les enfants, mais ils n'ont pas le temps de s'occuper. On est aujourd'hui à l'école. Quand vous dites ils, c'est le personnel éducatif, les enseignants. On est sur une situation similaire à ce qu'on connaît à l'hôpital. Tout le monde sait quand on passe aux urgences que c'est pas agréable. Et cette notion de maltraitance, en Seine-Saint-Denis, on a fait deux exemplaires des assises de l'éducation. Et les 2 fois, les parents nous ont dit une chose: l'école est maltraitante pour nos enfants, des toilettes à la maternelle jusqu'à Parcoursup. Voilà ce qu'il en est ressorti. Et maltraitante. C'est les mots qui ont été exprimés. Wow. Ça en dit long quand même. Hein. Oui, bien sûr, mais ça s'exprime. Alors bon, heureusement, là, il n'a pas eu à subir des situations de harcèlement. En général, les phobies scolaires sont plutôt liées à ce genre de choses. Mais ce que Virginie décrit, c'est-à-dire les maux de tête de la ptiote, avec une entrée en 6e, c'est-à-dire ce côté, on est super content, il y a plein de nouveautés, il y a plein de choses et tout, et puis d'un coup, on a les yeux plus gros que le ventre, et on est dépassé. Et là, clairement, c'est une problématique d'accompagnement de l'élève de façon individuelle et collective. Alors, vous disiez, Virginie, que justement, vous étiez en relation avec l'établissement en question, qu'ils vous aidaient aussi à essayer de comprendre ce qui se passait, à faire un diagnostic, si je puis dire, sur l'état de votre fille. Est-ce que vous avez été voir tout de suite un médecin? Est-ce que vous en avez parlé? Parce que vous me dites, oui, on peut penser que c'est un cliché, comme ça, c'est un petit caprice. C'est ce que vous avez entendu aussi autour de vous? Alors, moi, la première, moi et son papa, au début, donc on est un peu passé par toutes les émotions, par toutes les interrogations, et forcément, à un moment, on se demande, est-ce que tu n'en fais pas un peu trop? Est-ce que ce serait pas un peu capricieux? Et oui, on vous donc comprend. Ça dure pas longtemps, parce qu'évidemment, quand on voit son enfant qui est stressé à ce point, on comprend que ça n'a rien à voir avec un caprice. Mais forcément, je comprends que certains professionnels de l'enseignement
peuvent avoir encore ce regard sur la phobie scolaire aujourd'hui. Mais c'est vraiment important de savoir que ça n'a rien à voir avec un caprice et que c'est vraiment quelque chose qui dépasse l'enfant. Je voulais préciser aussi, en fait, ce que j'ai découvert au cours de ma démarche, c'est que dans 80% des cas de jeunes concernés par la phobie scolaire, on trouve un profil cognitif dit atypique. Oui. D'accord. En fait, C'est-à-dire à des enfants qui n'ont pas un problème, une particularité 10, dyslexie, dyscalculie, dysorthographie. Ça peut être aussi troubles de l'attention, hypersensibilité, HPI, et même des traits autistiques, voilà, par exemple. Donc, évidemment, en plus, ce qui complexifie encore plus les choses, c'est quand il y a un effet cocktail. Mais voilà, en fait, c'est quelque chose qui est important à souligner aussi, cette particularité. Et moi, ça m'interroge, parce que je me demande pourquoi aujourd'hui, il y a 20 ans, il y avait forcément des enfants avec ces profils, ces façons de fonctionner dites atypiques. En fait, donc ça interroge sur l'histoire, la question de la normalité. Quelle est la normalité aujourd'hui du cadre? Est-ce que le cadre est adapté? Moi, je ne pense pas que ce sont ces enfants qui ne sont pas adaptés. À l'inverse, je vois plutôt en fait, que le cadre n'est plus suffisamment adapté aujourd'hui. Oui, et puis il y a un manque cruel, c'est ce que disait aussi Alix Rivière, eh bien de personnel aussi pour pouvoir être présent et pour pouvoir répondre et puis pouvoir déceler aussi ces problèmes-là, ces problèmes de 10. Mais il y a quelque chose d'un peu flou. Enfin, c'est intéressant ce que dit Virginie parce qu'il y a quelque chose de très flou sur cette frontière justement du neuroatypisme par rapport au neurotypique. C'est-à-dire que pour faire simple, ces fonctions cognitives qui peuvent ralentir l'apprentissage des savoirs dits académiques, parce que c'est de ça dont on parle en fait. Oui, ou alors gérer le stress, gérer les émotions aussi. C'est pas que... Oui, c'est lié... Enfin, après, on ne sait plus où est la poule de l'œuf, mais oui, effectivement, on est là-dessus. Mais il n'y a pas... C'est très compliqué. Aujourd'hui, l'institution reconnaît la chose. Alors, vous avez des plans d'accompagnement personnalisés, ce tas de choses. Mais dans les faits, on n'arrive pas vraiment à faire évoluer la situation pour que les cours soient un petit peu différents. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, l'enfant est bien conscient aussi de ce désarroi des adultes face à lui, et ça ne l'aide pas. Alors, j'imagine que vous avez vu, Virginie, c'est la dernière question, malheureusement, parce que le temps court, mais j'imagine que vous avez vu donc médecin, psychologue, et que pour vous, ce moment où vous avez écrit votre livre, ça a été une libération aussi pour vous, et aussi pour votre fille, qu'elle se sente épaulée par ses parents, écoutée, et qu'enfin, elle puisse reprendre une scolarité normale. Oui, donc rapidement, on a consulté un médecin généraliste pour éliminer justement les causes physiologiques, des spécialistes aussi. Donc nous, on a fait le choix de l'hypnothérapie. La psychothérapie classique ne fonctionnant pas. Voilà. Pour ce qui est de retourner à la scolarité dite normale, aujourd'hui, en fait, cette année, ça se passe au CNED parce que son année de 5e a bien commencé, mais la phobie scolaire est revenue. Oui. Donc, la rentrée de 4e, là, on est en train de déposer un dossier pour un établissement qui serait génial, en fait, pour elle, parfaitement adapté. Et voilà, c'est un établissement qui a fait le choix, en fait, au fil des années, d'accueillir les enfants qui n'arrivent pas à trouver leur place dans les établissements classiques. Oui, et puis peut-être plus petit, effectivement, à l'échelle humaine, pour qu'elles se sentent moins, effectivement, oppressées. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Virginie Landemaine. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, « Pourquoi j'arrive pas à aller à l'école », que vous avez fait en auto-édition. Bravo, merci de ce combat pour elle, pour vous et pour tous ceux qui nous regardent et qui peuvent évidemment connaître ça au sein de leur famille. Alix Rivière, merci beaucoup d'avoir été avec nous aussi pour discuter de cette phobie scolaire qui... et malheureusement fréquente. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la CPE en Seine-Saint-Denis. Et puis, on se retrouve peut-être bientôt pour parler de ce problème en espérant qu'on trouve des solutions ici sur le plateau du Grand GT, qu'on réfléchisse sans cesse à améliorer le quotidien de l'éducation et de nos enfants. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si le sujet, la phobie scolaire en l'occurrence, vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter aussi. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Sachez que je ne parle pas que de phobie scolaire. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet et une nouvelle vidéo. Et d'ici là, surtout, haut les cœurs!